des principaux défis posés par la transition écologique et sociale, en France et en Europe. Alors, le changement climatique et la biodiversité sont de plus en plus nombreux quotidiennes. Comment s'y répondre à ces défis de point de vue politique et comment penser cette politique à la lumière d'un certain nombre de choses et de votre conseil de savoir. Oui. Trois invités. Ah, mais là, peut-être qu'on a un peu de temps. Donc, Julie Rosen, vous êtes architecte de formation, député Europe unitaire de la 9e circonscription du Sol et patrimoine investi sur la question en France et l'innovation de la ressource en eau. Marcel Raymond, vous êtes jésuite et directeur du Centre de recherche et d'action sociale, le CERAS, situé à la Plaine-Saint-Denis. Cette institution contribue aux recherches et débats sur l'évolution contemporaine à la lumière de la foi chrétienne. Laura Prosini, qui est directrice pour l'Europe, là vous êtes aussi un mouvement mondial né de l'encyclique publiée par Pape François en mai 2015. On en dirait plus sur le mouvement. Voilà. Donc, Julie Rosen, on va parler. Je vous lance comment vous abordez le sujet de cette transformation de l'épouse à la façon dont vous le souhaitez. Carte blanche au sujet. Bon, alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis députée, donc élue nationale, dans une commission qui s'appelle Développement durable et aménagement du territoire. Donc, effectivement, on a toutes ces problématiques qui vont toucher la transition écologique, environnementale, citoyenne aussi, parce qu'on a toute cette déconstruction actuellement avec le gouvernement sur la capacité aux citoyens à réagir sur des grands sujets nationaux. En ce moment, c'est un peu déconstruit tout ça. Donc sur la transition écologique, environnementale ou énergétique, je ne vais pas vous cacher qu'en réalité, on n'en est qu'au début et qu'on a un levier qui n'est pas forcément utilisé, c'est la transition économique, et elle n'est pas mise en place, malheureusement. Donc, si on veut vraiment avoir une transition de toutes ces thématiques, il va falloir qu'on ait une transition économique. Ça veut dire changer le modèle économique et financier. Et ça, on n'y est pas du tout. C'est là aussi où on a une grosse problématique. Et le citoyen peut se poser des questions aussi. Parce qu'en général, le citoyen, il va se poser des questions sur localement, comment on peut mettre des énergies renouvelables chez lui pour pouvoir les utiliser. Donc les réseaux solaires, les éoliennes, ça peut être toutes sortes d'énergies de transition. Mais en réalité, si on veut mettre tout ça en place, c'est un modèle économique qu'il faut repenser aujourd'hui. Donc il y a le milieu associatif qui pousse certaines communautés et collectivités à transformer certaines logiques, mais on en est vraiment qu'au début. Et c'est à vous, citoyens, là, d'agir aussi de votre côté, localement, et ensuite avoir des répercussions nationalement. Donc il y a vraiment tous les leviers d'action qui sont possibles. Donc on m'a demandé de revenir un peu au local, donc au département de l'Essonne, et on a un gros sujet en Essonne, mais aussi en Seine-et-Marne, c'est les data centers, l'implantation des data centers. Donc vous savez tous qu'on a une problématique, mais qui est aussi européenne, c'est qu'on a besoin de souveraineté au niveau de la gestion des données, de nos données, c'est-à-dire la data. En réalité, le sujet, c'est la data. Comment on fait pour protéger ces données? Comment on fait pour devenir sobre vis-à-vis de ces données? Parce qu'on en consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et depuis certaines innovations technologiques, comme l'émergence de l'intelligence artificielle, on est de plus en plus contraint par ceci. Et donc là, on a besoin de sobriété absolue. Donc dernièrement, on a interrogé le président de l'ADEME, et pour lui, donc spécifiquement sur les data centers, puisque notre sujet en Essonne, c'est celui de l'implantation des data centers, et il y en a un peu trop sur notre territoire. Qu'est-ce qu'il en dit? Eh bien, il en dit que malgré ce qui va nous arriver, c'est-à-dire le partage des ressources, donc ça peut être la ressource en eau, ça peut être la ressource énergétique, eh bien, on a un défi, c'est la souveraineté au niveau des data centers. Donc eux se disent, en fait, il faut tout faire pour implanter les data centers. La gestion du partage ensuite des ressources, c'est quelque chose d'annexe, ça viendra après. Potentiellement, oui, l'ADEME. Oui, donc vous pouvez écouter mon intervention, c'est une intervention que j'ai faite la semaine dernière, et il y a sa réponse. Donc vous voyez que même au niveau des organismes d'État, la question, en fait, ils sont vraiment poussés actuellement
à faire implanter un certain nombre d'entreprises, et notamment les data centers. Donc là, il y a vraiment urgence aux citoyens de prendre en main ces questions. Pour un peu de chiffres, donc en termes de dépenses énergétiques, on crève le plafond. On est à 10 TWh par an. Et pour se donner un ordre d'idée, c'est la consommation de plus de 100 000 boulangeries par an. On n'en est qu'à 33 000 boulangeries en France. Donc ça vous donne un peu une ordre d'idée de la consommation des data centers en France. La chaleur dégagée est majoritairement libérée dans l'atmosphère et dans l'eau. Sur la récupération de la chaleur, on a un travail à faire qui est vraiment très insuffisant, et de récupération de la chaleur critique pour chauffer les piscines municipales et les HLM. Mais tout ça, en fait, c'est pas tellement utilisé, parce qu'il y a beaucoup de pertes et c'est pas forcément très efficace. Et on a aussi le refroidissement de ces types de structures qui consomment une quantité d'eau aussi phénoménale, entre 11 et 19 millions de litres d'eau par jour, la consommation quotidienne d'une ville de 50 000 habitants, pour donner un peu une ordre d'idée. Donc on a vraiment une problématique, notamment sur notre territoire. Donc 80% de l'eau s'évapore et 20% vont vers les stations d'épuration avant de retourner dans nos cours d'eau en les réchauffant au passage. Sur certaines projections de data center, notamment sur la Seine, effectivement, on a eu pendant les études d'impact, on a eu des rejets notamment d'eau qui pouvaient vraiment poser problème, notamment au niveau de la chaleur. Donc un data center, c'est une aberration donc, écologique, et autant on en a besoin à certains points aujourd'hui avec Internet, autant l'émergence de l'IA est un problème parce que la consommation énergétique et le besoin de toujours plus de data centers, plus de grands et de nombreux explosent pour répondre à cet usage. C'est là où il faut qu'on se pose des questions en fait sur comment on doit utiliser l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on doit l'utiliser nous en tant que citoyens tous les jours? Je suppose que vous utilisez ChatGPT ou le chat qui est de Mistral. Donc Mistral, c'est une société française qui est implantée en Essonne, qui a implanté à Gruyère-la-Chapelle, exactement. Vous pouvez visiter aussi de mémoire, je crois. Donc on a vraiment, nous en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on en fait de cette intelligence artificielle? À quoi elle doit servir? Et ça, c'est vraiment la question que vous devez vous poser tous quotidiennement. Est-ce que je dois aller faire des recherches sur Internet avec un moteur de recherche qui là est beaucoup moins énergivore, ou est-ce que je dois instinctivement chercher sur chaque chose sur ChatGPT ou le chat ou d'autres, vous avez Claude aussi. Ça, c'est vraiment à notre échelle, à nous de se poser des questions. Maintenant, à l'échelle du département, eh bien, on doit agir chaque fois qu'un data center va devoir s'implanter. Nous, on doit être dessus, on doit répondre aux enquêtes publiques, on doit répondre aux consultations avec des arguments, aider des associations pour dire là, il y a peut-être des questions à se poser. Notamment sur un schéma d'aménagement des data centers qui n'existe pas à l'heure actuelle. Et ça, c'est important d'aller voir vos élus aussi, vos maires, vos adjoints qui s'occupent de délégations numériques, par exemple, vraiment d'aller faire pression. C'est une vraie pression dont on a besoin. Aller vers eux pour leur poser des questions. Et vous êtes sûr que là, on doit pouvoir implanter quelque chose? Parce que sur le commune, il y en a déjà un. Enfin, vous allez voir la carte qui a été faite par l'Institut Région de l'Île-de-France. La carte est disponible et vous allez voir tous les petits points qui sont en cours, tous les futurs projets qui sont en cours. Donc, chacun peut aller voir et répondre aux consultations et aux enquêtes publiques. Oui. Alors, 10-20 km, moi sur ma circonscription. Ouais, dans le département de l'Essonne, vous en avez aux Ulysses actuellement. Vous allez en avoir du côté de Corbeil aussi. Vous allez en avoir du côté de Bissouille, il me semble. Vous en avez un peu partout. À Lys aussi, ça va être un des plus gros projets nouvellement. Ouais, mais c'est pas le pire en fait. Là où on va revenir sur cette production d'énergie, c'est va être sur le tirage des grandes lignes à haute tension pour alimenter les data centers. Moi j'en ai un précisément sur ma circonscription à Tigerie. C'est une banque qui avait déjà son data center et qui doit l'étendre en fait, qui va le faire grossir peut-être la forêt, etc. En fait, ils ont une problématique, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de courant pour alimenter ce data center. Donc il y a une grosse problématique, c'est de venir tirer des lignes à haute tension sur la forêt, etc. Donc là, on peut agir aussi bien.
normalement, on n'aurait peut-être pas accepté ça. Oui, il y a un projet d'extension qui a déjà quelques années. Les gros Mac. Alors, excuse-moi, juste, on va essayer de regarder, parce que là, on est trop intervenants que. Non, c'est bien. On pose qu'on regarde les questions pour la fin. On puisse avoir un enchaînement de 3 propos. Et puis, surtout qu'on est censé être. Oui, on passe la main. Non, avoir aussi des perspectives, ça peut être utile à la grande sur le national et européen. Donc, par rapport à comment au niveau national, qu'est-ce qui manque en fait pour ordonner cette période que vous décrivez d'intercepteurs qui sont créés sans schéma en fait. Donc, vous prenez quel type de solution ou d'option? La première solution, c'est qu'il va falloir le quantifie et on n'a pas de données. Rien que pendant la mission d'info sur la santé des condos, le ministère ne nous a pas donné de chiffres en fait de combien consomment réellement les data centers. Ça, on n'a rien du tout. Donc c'est une des premières choses que l'on va demander, c'est où on en est d'un point de vue quantitatif sur toutes ces ressources. Il nous manque un grand plan stratégique national, c'est ça qui nous manque en réalité, un grand plan stratégique national sur les data centers. Et en ce moment, on a quelques commissions, des missions d'information sur le sujet, sur le numérique, l'intelligence artificielle et les data centers, autant au Sénat qu'au national. Vous pouvez regarder en ce moment. C'est en ce moment qu'il y a des rapports qui sont en cours. Et ça, on aura plus de choses à dire après. Merci. On laisse la place aux questions après. Je confie la parole à c'était bon. Oui, une projection, si vous voulez. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est on va appuyer. Il y a quelques techniciens de la salle. Voilà. Et c'est parti. Alors, désolé pour le. C'est simplement pour moi me rappeler de ce que je dois dire et surtout ne pas penser à partir. En fait, en tant que directeur du CERAS, donc c'est un centre jésuite qui travaille sur la pensée sociale depuis plus de 120 ans, la question était qu'est-ce que c'est, que dit la pensée sociale de l'Église sur les politiques, et en particulier en écologie et en social. Et donc, il y a des grands défis en France, mais en fait, on se rend compte que les défis, ce sont des défis qui sont mondiaux. Bon, on en a déjà parlé, je suppose, ce sont les défis des limites planétaires. Voilà, c'est tout genre. Le pape, dans Nota Deum, a dit, François, c'est déjà en trop tard. On ne peut pas arrêter les énormes dégâts que nous avons nous-mêmes causés. Nous avons juste le temps d'éviter des dégâts supplémentaires et encore plus dramatiques. Donc, on est dans un train qui est déjà fou. Et là, sur les 9 limites planétaires, il y en a 7 qui ont été dépassées. Après, si vous voulez en savoir plus, vous faites la test du climat et vous aurez. Il y a des résistances au changement de toutes sortes, et vous sentez quand même très fort, et ça, c'est vraiment au niveau de la politique européenne, nationale et mondiale, on a des reculs en termes d'écologie, mais ça, on va en parler. Je veux dire, il y a des climato-sceptiques qui se révèlent, il y a des climato-sceptiques qui le reviennent. On parle des prévisions, on parle des. Voilà. Il y a surtout le fait, et ça, c'est nous, on fait beaucoup de formations là-dessus, avec des jeunes, c'est l'éco-anxiété des jeunes. C'est-à-dire qu'on leur remet sur leur responsabilité sur le problème de l'environnement, et c'est la même chose pour les pauvres.
On dit, voilà, il fait trop chaud dans la rue, bah, c'est pas de notre tour. Il fait ceci, c'est pas de notre tour. Donc, on a eu la question des gilets jaunes, bah, c'est sur ceux qui avaient le moins de choses, et ainsi de suite. Il y a la balance qui va revenir très souvent entre l'emploi et la sauvegarde de la planète. Quand on parle des data centers, c'est clair que si vous regardez le nombre d'emplois dans un data center par rapport à d'autres entreprises, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Moi, je suis à Saint-Denis, et à Saint-Denis, il y a plein de data centers, il n'y a pas d'emplois, ce sont très peu. Voilà, et puis il y a quand même aussi la montée des extrémismes qui disent c'est pas prioritaire la question de l'écologie. Je vais très vite, mais c'est pour dire qu'on est face à un. Ah oui, alors il y a aussi le court-termisme politique, dans le sens où c'est très difficile de demander aux politiciens de prévoir sur le long terme, d'avoir un plan national ou un plan européen d'investissement écologique, alors que bon, bah, il doit être élu, demander à Trump ce qu'il va penser dans 20 ans, non, lui c'est dans le mid-term, c'est tout de suite maintenant. Donc, il y a vraiment des gros défis. Ça, c'est sur la partie écologique. Sur les défis socio-économiques, il y a un gros défi aussi, c'est les inégalités. Alors, ça on ne voit pas bien, depuis 10 ans, on a augmenté. La France devient un des pays les plus inégalitaires en Europe. Et ceux qui sont le plus touchés par les inégalités, ce sont ceux qui n'ont pas de travail, mais de plus en plus, et ça c'est le secours-catholique qui le dit, ce sont des familles monoparentales. Les familles monoparentales sont de plus en plus des bénéficiaires du secours-catholique, de tout ça. Et donc, si vous regardez la coupe à droite, vous voyez les barres rouges, ça c'est le taux d'inégalité marqué par Gini, ça c'est statistique. Vous voyez qu'il monte alors que le taux européen en moyenne diminue. Donc l'Europe devient de plus en plus égalitaire, globalement, mais la France, qui était vraiment beaucoup plus que les autres, est en train de remonter. Et alors, si vous avez devant vous l'éléphant, ce qu'on appelle la coupe de l'éléphant, c'est une courbe qui a été inventée ou construite par Milanovic. C'est intéressant parce que ça explique énormément de politique. La courbe de l'éléphant, pour la comprendre, c'est si vous prenez toutes les personnes dans le monde entier pour les trier, 0 c'est les plus pauvres et 100 c'est les 100 les plus riches, vraiment beaucoup plus riches. Donc vous avez ce qu'on appelle des quantités. Et les plus pauvres, après la mondialisation, ça dépend, le travail est parti chez les Chinois quand les frontières étaient ouvertes, quand on pouvait bouger. Les plus pauvres sont restés plus pauvres après 10-15 ans de mondialisation. Et puis on s'est rendu compte que ceux qui étaient autour de 50% des gens au niveau du monde qui étaient la moitié, il y a autant de gens que classe moyenne, non, c'est au niveau mondial. Eux, ils ont augmenté de 50%, non, de 80%. Ceux-là, ce sont principalement la petite classe des Chinois, des Asiatiques. C'est eux qui ont profité de la mondialisation, dans le sens ils ont eu du boulot, ils ont dit que bon, ils sont arrivés là. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est la chute de la trompe, là, parce qu'en fait, ceux qui ont perdu pendant la mondialisation, c'est ceux qui sont entre les 3 quarts les plus riches et les 80%. Donc, c'est les pourcents de la classe moyenne, la petite classe moyenne européenne et américaine, occidentale. C'est ceux qui sont plus riches que les Chinois, plus riches que les pauvres, moins riches que les ultra riches, mais qui sont quand même pas mal. C'est les gilets jaunes. C'est ceux qui vont voter Trump. C'est ceux qui ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leur entreprise, ils travaillaient ici en Essonne, et puis tout d'un coup, il n'y a plus de travail. C'est des gens qui avaient des prêts pour leur maison, qui avaient ceci, tout. C'est vraiment la classe moyenne, la petite classe moyenne occidentale, qui a vraiment pris en pleine face la mondialisation. Ils ont diminué leur pouvoir de vie. Et ça continue, parce qu'avec l'intelligence artificielle, ceux qui vont encore perdre, ça va être des petits cadres. Ça ne va pas être les patrons, ça va être la classe moyenne école blanc. Ils vont perdre leur boulot, et donc ça va encore être ceux-là. Ça explique le vote
pour plus de moins de frontières, enfin, plus de frontières, moins de multipartisme, plus d'identité. Voilà. Et donc on voit bien qui vote pour Trump, c'est la Steve Bell, la couronne du Texas, c'est pour ça qu'ils ont perdu beaucoup. Donc Trump il est en train de mettre des barrières fiscales douanières. Et ici, en France ou en Europe, on voit bien que c'est là où les gens sont le plus entiers, c'est les travailleurs qui risquent de voir au boulot particulier. Donc tout ça pour vous dire, et puis après, il ne faut pas oublier que dans tous ces gens-là, il y a encore des sous-sections qui sont encore plus fragilisées. C'est par exemple les femmes qui sont. Ah, ici ça marche. Ah, c'est pas. Alors, DSE, c'est la doctrine sociale de l'Église catholique. Voilà. Et donc, ce que dit, si vous voulez avoir une idée de ce que pense l'Église de la politique, alors je vous le conseille, c'est il faut lire Caritas in Veritate, qui est le texte écrit par Benoît XVI. C'est assez lisible parce que c'est un allemand avec une phrase un peu longue, mais il n'y a pas une phrase qui est vue. Et François, qui a parlé d'écologie, est beaucoup plus leader, mais il dit la même chose que Caritas in Veritate. Et je vous lis parce que c'est un peu lisible. Pour ne pas engendrer un dangereux pouvoir universel de type monocratique, la gouvernance de la mondialisation doit être de nature subsidiaire. La subsidiarité, c'est-à-dire là où les gens peuvent prendre des décisions, en descente, c'est bien que ce soit en descente que ça se fait, et pas au niveau au-dessus. Articulé à de multiples niveaux et sur divers plans qui collaborent entre eux. La mondialisation réclame une certaine autorité, puisque est en jeu le problème du bien commun, il faut poursuivre. La question écologique, la question des inégalités, la question de la révolution technologique sont des questions mondiales. Toutes les questions deviennent de plus en plus suivantes. Avec l'Iran, en Iran, ça ne nous concerne pas, mais si ça nous concerne à la fin. Donc il faut quand même quelqu'un qui gouverne tout ça de façon mondiale. Et donc, cette autorité devra être exercée, cite Benoît XVI, de façon subsidiaire, donc on va au-delà, et polyarchique, c'est-à-dire un peu comme le fameux polyèdre dont François parlait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout soit uniforme, mais il faut que chacun puisse se développer là où il est, le local et le global. On dit toujours que c'est François qui a inventé le polyèdre, non, c'est Benoît XVI. Bon, et ce que François va dire, en partie du tout dit, là, de l'autre côté, c'est que la culture fédère le monde, mais aussi divise les nations. Et donc l'avancée de la tendance de la globalisation favorise en principe l'identité des plus forts qui se protègent, mais tend à dissoudre les identités des régions. Plus fragiles et plus pauvres en les rendant plus vulnérables et plus dépendants. Donc on voit bien que François, il a un discours plus militant en disant faire attention de ne pas renforcer le pouvoir des plus riches. Alors, d'abord passer par l'adaptation. Oh, non. Et juste. Bon, c'est tout pour dire ce qu'est le bien commun. Vous connaissez tous le bien commun, c'est le rôle de la politique. La politique, c'est d'être au service du bien commun. Et le bien commun, c'est. Ça va arriver de toute façon. Le bien commun, c'est l'odium espèce Vatican II. Ah ben voilà, ça va tourner à Saint-Denis ou aux États-Unis. Donc, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettront au groupe, à chacun des membres, d'atteindre la perfection la plus totale et la plus aisée. Le bien commun, c'est des conditions sociales pour aider tout le monde à vivre meilleur. Et le bien commun, ce n'est pas l'intérêt général. La discussion, ce n'est pas la moyenne des intérêts. Donc, si je demande ici, est-ce que vous voulez, par exemple, on supprime les voitures, il y a pas la moitié qui sont pour, la moitié qui sont contre.
Puis c'est l'intérêt général, c'est la majorité, c'est ce qu'on fait dans une démocratie, c'est le Parlement qui représente la majorité qui va décider. Le bien commun, c'est tout le monde, c'est-à-dire on va prendre aussi ce qu'on appelle l'option préférentielle pour les plus pauvres, c'est-à-dire les gens qui sont aussi les plus impactés. Et c'est toujours une action. On n'est jamais à bien commun, c'est pas un objet. Alors, un exemple très connu du bien commun, il y en a beaucoup, c'est par exemple la paix. La paix est un bien commun. C'est une condition sociale pour bien vivre ensemble, bien devenir le meilleur. La paix est clairement un bien commun pour l'Église. Ça, c'est Jean 23 qui le dit. Vous avez la même chose avec la dignité humaine, le respect de la dignité humaine, ou la sauvegarde ou le soin de la nature. Si vous ne faites pas soin de la nature, c'est des conditions qui ne permettent pas de bien vivre ensemble. Ce qu'il y a, c'est que tout bien commun est toujours fragile et nécessite une action. Il faut se battre pour le bien commun. On ne peut pas dire, on une fois pour tout, on n'a pas la paix une fois pour tout. C'est toujours. Et ça, c'est une détermination pleine existante, ça, c'est Jean-Paul II. Lui, c'était la solidarité, le bien commun. Sans solidarité, il n'y a pas de possibilité de vivre ensemble correctement. Et bien, il faut une détermination pleine et persistante. Voilà. Et donc, c'est toujours un travail à faire. Quels sont les biens communs, les conditions pour avoir un bien commun? Ben, j'en prends, ça va arriver, hein. Il y a 4 possibilités qui sont les 4 liens de l'Eudoxie. Bien soigner les relations qu'on aura avec la terre, soigner les relations qu'on aura avec les autres, soigner les relations qu'on a avec Dieu, et puis soigner les relations qu'on a avec soi-même. Ce sont les 4 relations qui vont apparaître dans le système qui va fonctionner. Et dans Fraternité, il y a les 3 conditions pour bien vivre. Chaque groupe, c'est les 3 T qui viennent dans le Fraternité. C'est que tout le monde puisse avoir une terre, c'est-à-dire un endroit d'où il vient, où il est, où il peut séjourner, hein, la terre, avoir un toit, un endroit où on peut vivre avec sa famille, avec ses propres, une vie familiale, une identité, un lieu qui nous protège. Et puis le troisième, c'est le travail pour subvenir à ces besoins. Le travail étant un point important dans la doctrine sociale, tout le monde a le droit de travailler, même si ce n'est pas une obligation. Donc voilà, ça marche tout de suite. Donc, ce qui est important, c'est là-dessus que je vais terminer. Le bien commun, ce sont des structures qui permettent, des conditions qui permettent de bien vivre. Et Jean-Paul II a inventé, la structure de péché. Alors, la structure de péché, c'est comme les stalactites ou les stalagmites, c'est-à-dire les stalagmites, c'est ceux qui montent. Vous avez une petite goutte qui tombe chaque fois, c'est un petit péché, c'est pas grave, un péché, mais ça devient à la fin un rocher tellement fort qu'il n'y a plus moyen de bouger. Une structure de péché, il y en a beaucoup. On parlait des data centers, on parle de l'IA. Est-ce que c'est une structure de péché ou est-ce que c'est une structure de bien commun? Est-ce que ça vous amène à un monde où on va être plus égoïste? Est-ce que ça va nous amener vers un monde où on sera plus solidaire? Les structures de péché, ce sont des structures qui nous poussent à être plus égoïstes. Par exemple, le plastique qui entoure tout ce que vous consommez, c'est à la fois une condition qui va vous pousser à jeter les choses et à abîmer la planète. Si vous avez des emballages en papier, ça va être différent. Et donc, ce que la politique doit faire, c'est servir le bien commun, c'est-à-dire essayer de mettre en place des petites structures ou des grosses structures de bien commun, c'est-à-dire, par exemple, dans cette autopsie, il y a un jardin, c'est une structure de bien commun. Ça éveille les idées, c'est un système. C'est différent de la charité personnelle, parce que la charité personnelle, où c'est quelque chose que je fais, quand je suis parti, ça s'arrête. La structure de bien commun, l'élève ou le professeur qui a imaginé le jardin, quand il ne sera pas là, le jardin continue. C'est un acte politique. Le maire qui éclaire une rue où il y a du danger, c'est une structure de bien commun, parce que les gens vivent mieux, ça partira quand ça restera quand il sera parti. Donc c'est quelque chose de clairement politique, et ça peut être un petit groupe de personnes dans une mairie, dans une commune, qui tout d'un coup décident de créer une toute petite structure qui est simplement, je ne sais pas, un covoiturage pour un messe, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas lié aux personnes, c'est plutôt structurel. Et comme dit le pape François, c'est la structure de bien commun. Si quelqu'un aide une personne à agir à travers ses prières, ça c'est de la charité exclusive.
le dirigeant politique qui lui construit un pont, lui, il exerce un genre très élevé de charité. Et il faut être sincère et reconnaître que les solutions les plus efficaces ne viendront pas seulement d'efforts individuels, mais avant tout de grandes décisions politiques nationales et internationales. Alors, on a toujours quel est le meilleur lieu, est-ce que c'est national ou est-ce que c'est mondial? Dans quel état sécuritaire, je me lance 16, il va nous dire pour le gouvernement de l'économie mondiale, pour assainir les économies frappées par une crise, par la crise, pour prévenir son aggravation et les plus grands déséquilibres, c'est-à-dire plus d'inégalités, pour procéder à un souhaitable désarmement intégral, nucléaire et autres, on sait combien ça important, pour arriver à la sécurité alimentaire, pour arriver à la paix, pour assurer la protection de l'environnement, pour réguler les flux migratoires. Il n'y a coché toutes les cases. Il est urgent que soit mis en place une véritable politique mondiale, mais cette telle autorité devra être ordonnée à la réalisation du bien commun. Et là où le pape François a inventé quelque chose de nouveau, personne ne sait ce qu'il a voulu dire, le multilatéralisme doit pas être confondu avec une autorité mondiale concentrée dans une seule personne. Il faut un multilatéralisme d'en bas, pas seulement décidé par les élites du pouvoir. C'est pourquoi je réponds que si les citoyens ne contrôlent pas le pouvoir national, régional et municipal, un contrôle des dommages sur l'environnement n'est pas possible non plus. Donc, le pape François nous invite à un multilatéralisme d'en bas. Alors, ça veut dire, évidemment, l'idée qu'il y a derrière, c'est les religions. C'est-à-dire que tous les chrétiens, tous les croyants puissent ensemble avoir une sorte d'ONU des croyants qui puissent proposer des choses ou un ONU ou une autorité des agriculteurs mondiaux. Alors, un peu ce que le Forum social mondial essaie de faire, voilà, c'est un peu ça. Et là-dessus, je termine parce que j'ai déjà dépassé par un petit dessin qui doit vous donner de l'espérance, mais qui n'arrive pas. On espère, voilà, il va arriver. En fait, si vous voulez faire des structures bien communes, il y a trois choses qu'il faut savoir. Il faut avoir un ancrage, vous savez à quoi vous croyez, et ça, vous allez croire que vous êtes enfant de Dieu, que tout le monde est une créature de bon Dieu, tout le monde a la même dignité. Il y a l'assurance d'être aimé de Dieu, c'est notre foi. C'est la foi. Et par contre, ça, il faut être ancré quelque part. Et deuxièmement, ça va vers où on va. Donc il faut un rêve. Ça, c'est François qui parle du rêve, le rêve voilà. Vous avez l'ancrage, le rêve, c'est l'espérance, ce pourquoi on va se battre. On va se battre pour une fraternité universelle, quelque chose comme ça. Mais nous sommes aujourd'hui dans le chemin. Et le chemin, c'est notre expérience maintenant. Et ça, c'est la charité, qui va être l'exigence de la vérité. On va être dans l'humilité, on va essayer de dialoguer. Donc, c'est ce qu'on appelle caritas, l'amour immédiat. Et donc, vous retrouvez la foi, la charité, l'espérance. Et ce qui donne l'espérance, c'est qu'on est dans le chemin. On n'est pas, on ne va pas arriver à la paix tout de suite. On va travailler à la paix. Donc, comme disait François, comme disait Jean 23, la paix est un processus artisanal, artisan de paix. Donc, je pourrais parler là-dessus beaucoup, mais c'est vraiment intéressant de se dire que c'est ça qui nous donne l'espérance, c'est qu'on avance ensemble dans ce chemin. Alors, ceux qui sont en diocèse de Lyon, ils savent ce que ça veut dire. Le chemin, c'est la synodalité, c'est combien de temps encore on va Laura, tu enchaînes sur l'aspect présente à nouveau. Donc, tu as fait un petit par rapport à la crise de la branche, je crois. Le mouvement là d'être aussi.
le président a évoqué cette encyclique. Il y a eu sa suite, des mots aussi. Donc, est-ce que tu peux peut-être présenter le mouvement et puis après donc ça. Comme ça apparaît. Tout d'abord, merci d'être là à l'heure de la sieste, mais voilà, j'espère que vous allez venir encore un petit peu. Et merci vraiment d'avoir organisé cette journée et d'avoir proposé qu'on voit aussi un angle européen. C'est pas forcément évident à chaque fois et cet échelon européen a souvent tendance à être soit méconnu, soit déformé, en accusant ou en se dédouanant sur l'Europe de choses qui en fait où la France a contribué tout à fait à la décider. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là. Donc le mouvement le date aussi très rapidement, c'est un mouvement qui a été créé en 2015, un petit peu avant la sortie de l'encyclique Laudato Si. D'ailleurs il y avait un autre nom au départ, et de la réunion d'une quinzaine d'organisations qui, de par le monde, étaient engagées sur les questions écologiques et attendaient fortement la sortie de cette encyclique. Donc elles se sont réunies sur Skype à l'époque et ont décidé d'accueillir et de faire connaître cette encyclique et de travailler à la connaissance de cette encyclique. Et aussi, et là c'est un mode d'action, vous verrez dès le début, l'objectif lors de la création de ce groupe, c'était de rassembler 1 million de catholiques, de signatures catholiques pour l'accord 21, pour l'accord de Paris, pour demander que l'accord reste en dessous des 1,5 degré. Et le pari a été rempli, et puis depuis, le mouvement forme beaucoup d'animateurs Laudato Si. Jérôme viendrait à la fin pour mettre en œuvre là où on est dans les organisations, dans les paroisses où on est l'encyclique, et puis réunit aussi beaucoup de mouvements, quelques centaines de mouvements, par exemple les jésuites ont adhéré il n'y a pas si longtemps, le Secours catholique est en train d'adhérer, une centaine de mouvements par le monde, et développe pas mal de choses que je développerai si vous voulez me poser la question. Tiens, il y a des lettres. Elles sont parties se promener. Donc, ce que je voulais vous dire pour commencer, c'est peut-être, je ne sais pas si Véronique l'a dit, mais à la base, je suis juriste de l'environnement, et une très grande partie du droit de l'environnement de notre pays vient, depuis depuis les années 70, vient du droit européen. Contrairement aux autres domaines, nous, c'est plutôt entre 15 et 20% de la législation qui vient de l'Europe. Donc on voit qu'on a été très très stimulé par l'Europe au niveau de l'environnement. Alors qu'est-ce qu'il élabore? Là vous avez moi je vois, ça ne se voit pas là, d'accord, fait. Bon, un jour vous verrez qu'il élabore selon vous le droit européen. Allez, on se lance. Le Parlement, la Commission, voilà, exactement, c'est ce que vous auriez vu. Parlement et Commission, ça c'est ce qu'on connaît le mieux. Et en fait, voilà. Et en fait, on voit en dessous, ça fait apparaître voilà, à gauche, tout en couleur, donc la Commission elle est en haut à gauche, le Parlement en haut à droite, et aussi donc, le Conseil européen. Et le Conseil européen, c'est donc le Conseil des chefs d'État de toute l'Europe, qui se réunit au minimum 4 fois par an, mais souvent pas mal plus, et c'est lui qui donne les impulsions des orientations qu'ensuite la Commission va transformer en loi, va élaborer, fabriquer, écrire,
et qui ensuite seront envoyés en même temps au Parlement. Et en dessous, qu'est-ce que c'est selon vous? Ah, encore une institution mystère. C'est le Conseil des ministres de l'Union européenne, qui n'est pas la même chose que le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est les chefs d'État, et le Conseil des ministres, ils se réunissent tous les mois, et c'est tous les ministres par domaine, c'est-à-dire tous les ministres de l'Agriculture, tous les ministres de l'Énergie, les ministres des Finances. Et donc, c'est à la fois le Parlement et le Conseil des ministres qui adoptent en fin du fin la législation. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que parfois on a un peu des idées fausses sur ces sujets. Ça passe assez vite en fait. Donc là, je vous parle du droit parce que c'est ce que produit principalement l'Europe en fait. L'Europe produit surtout de la législation parce qu'elle ne peut pas tellement faire autre chose. En termes financiers, l'Europe c'est pour 27 pays 200 milliards. Ça a l'air beaucoup, mais la France pour un pays c'est 1600 milliards par an. Donc vous voyez, le budget européen est quand même tout petit. Donc, ce qu'elle produit essentiellement, c'est des normes. Et après, les pays vont mettre en place et adapter la plupart du temps. Transposer, exactement. Donc, voilà, la plupart du temps, c'est des directives ou règlements et les pays vont transposer dans le droit national. Donc, pour en revenir aux questions plus spécifiquement environnementales et climatiques, je voulais vous rappeler que durant la dernière décennie, il y a eu un élan assez important, enfin vraiment très très important, sur ces questions-là, qui ne vient pas de nulle part, qui est inspiré des accords de Paris, et plein d'autres choses, mais aussi de la mobilisation très forte de la jeunesse pour avoir un futur. Une jeunesse très consciente de la situation dramatique en matière d'évolution climatique. Donc, suite à ces inspirations, à laquelle on peut ajouter l'inspiration du pape François, Laudato aussi, ça rajoute en fait une inspiration forte. Nous, parfois, en tant que catholique, on ne s'en rend pas tellement compte, mais pour d'autres personnes, ça a été quelque chose d'un point absolument majeur. Et la sortie de cette encyclique 6 mois avant les accords de Paris, c'était en réflexion depuis un moment, mais le fait qu'elle sorte tout juste 6 mois avant, excusez-moi, il n'y a pas les accents, a été pesée sur le fait qu'il y ait un accord à Paris. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est vraiment pas du tout sûr qu'il y ait un accord de Paris à l'époque. Et cette encyclique, parmi de nombreuses choses qu'elle dit, vous avez sans doute entendu dans d'autres conférences, elle dit très très clairement qu'elle insiste sur la véracité du changement climatique, le constat, sur son importance, sur son lien avec les pauvres. Les pauvres sont les premiers à payer, alors qu'ils sont les moins contributeurs, et sur l'importance du multilatéralisme, Marcel en parlait tout à l'heure, pour appréhender cette question. Dans Laudato Deum, quelques années après, il insiste sur le fait que le changement climatique est l'un des principaux défis auxquels la société et la communauté mondiale sont confrontées. C'est donc central. Enfin, il voulait rappeler que malgré les climato-sceptiques, malgré les climato-négationnistes aussi, on voit cette question était vraiment centrale. Et la condition de pas mal d'autres choses, parce que c'est difficile de se développer, une activité économique, de développer y compris des droits, quand toute la vie est bouleversée et tout le rapport
aux ressources bouleversées par les changements climatiques. C'est ce qui se passe dans de nombreux pays du Sud, dans les pays du Nord aussi, mais parfois on est un peu plus aveugle sur ça. Alors, en termes de mise en place de réponses européennes, le gros travail qui a été fait, c'est ce qu'on a appelé le pacte vert européen. Alors, je ne sais pas si on est très bien lire, mais c'est un ensemble de 75 lois, je ne les découvrirai pas toutes, rassurez-vous, qui revoit en gros toute la législation européenne en disant est-ce que telle ou telle loi fait du mal au climat. Et si elle fait du mal, eh ben, on va la revoir pour la modifier. Donc c'est un principe qui se met de manière transversale des lois européennes. C'est vraiment une façon logique et louable d'appréhender les choses, mais c'est un travail titanesque. Donc c'est ce travail qui a été fait entre 2019 et 2024 et qui s'est fixé comme objectif de la neutralité carbone en 2050 et aussi un échelon 2030 avec une division par deux des émissions des pays de l'Union européenne, moins 55% d'ici 2030 par rapport à 90. Donc voilà, c'est ambitieux et le CO2 a le mauvais goût de se nicher dans tous les aspects de la vie quotidienne. Donc évidemment, ça touche le transport, le bâtiment, l'alimentation, l'habillement même. Enfin voilà, c'est absolument très vaste. Je développerai juste une législation parmi celles-là, et puis quelques-unes, dont on a parlé pas mal peut-être ces derniers temps, c'est le devoir de vigilance. Le devoir de vigilance, c'est intéressant parce que est-ce que quelqu'un connaît le devoir de vigilance? Bon. Ah, donc le devoir de vigilance, c'est intéressant parce que le but, c'est vraiment ce qui protège les habitants du monde par rapport à l'action des multinationales. Une des étapes qui a vraiment fait avancer le devoir de vigilance, ça a été la catastrophe du Rana Plaza en août, plusieurs d'entre vous s'en souviennent, où un millier de personnes mortes en Bangladesh suite à l'effondrement d'un bâtiment de textile, d'industrie textile, qui étaient en fait des industries qui alimentaient les marques que plusieurs d'entre nous achètent au quotidien. Je ne citerai pas, mais il y en avait beaucoup. Et donc, c'était un projet qui était pas réfléchi avant, mais l'idée c'est de se dire ces marques qui achètent ça et qui sont les donneurs d'ordre, donc nos vêtements ne sont pas chers, elles sont dégagées de toute responsabilité pour ce que font leurs filiales, leurs sous-traitants, etc. Et c'est pas nous, c'est l'entreprise du Bangladesh qui a mal logé le jugement, nous on ne peut rien. Et donc, cette loi sur le devoir de vigilance leur impose d'être vigilants justement sur ce que font, sur ce qui se passe sur place, en général dans d'autres pays avec une législation et des contrôles moins développés que chez nous. Donc c'est une loi vraiment très importante. Et si importante que plus d'une centaine d'évêques ont signé un appel pour la demander. C'est quelque chose dans lequel l'Église catholique s'est investie beaucoup, avec beaucoup d'ONG aussi. La mobilisation a été beaucoup portée aussi par CITSE, qui est la version mondiale du CCD, et d'autres. Donc voilà, c'est une action vraiment très concrète. Ok. Bon, plus cite les autres, de la ferme à la table sur l'alimentation, la sortie du charbon, la diminution des émissions des bâtiments, et un gros fonds de 63 milliards pour compenser ces législations vis-à-vis des plus pauvres. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est passé qu'il y a eu un changement d'ambiance assez important avec
gouvernements d'extrême droite qui se sont développés, non seulement en Hongrie, enfin, ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi en Italie, en Slovaquie, avec des alliances aussi en Finlande, en Suède. Donc ces gouvernements ont changé un peu l'ambiance en Europe et évidemment l'élection aux États-Unis également. Donc l'étape suivante, c'est donc par exemple au Parlement européen, il y a 3 groupes d'extrême droite qui constituent à peu près un quart des élus. Donc ça change l'ambiance aussi au Parlement européen. Donc ce qui se passe depuis quelques mois, c'est qu'il y a une vague de directives, de textes européens pour dépioter, pour détricoter le pacte vert. Et en particulier, cette directive sur le devoir de vigilance est en train d'être beaucoup amoindrie, mais aussi d'autres domaines comme la directive REACH, que peut-être certains connaissent sur les produits chimiques, donc, qui disent l'industrie utilise 80 000 produits chimiques, mais on n'est les effets que de quelques centaines, donc ça vise à les étudier les uns après les autres pour protéger notre santé à tous. Donc c'est en ce moment que ça se passe. Il y en a 2 qui ont été adoptés, il y en a 8 autres à venir, et c'est maintenant que l'Europe, avec bien sûr le soutien des pays, va ou pas mettre en place des reculs, ou alors ne pas mettre en œuvre ce pacte vert. Ou en tout cas limitera les reculs, parce que ces reculs, ce qui a poussé à ces reculs aussi, c'est un discours sur le fait qu'il y aurait trop de lois et qu'il faudrait simplifier. En fait, c'est un agenda de dérégulation assez classique. Donc c'est également appelé simplification, mais voilà, c'est une dérégulation. Donc ce qui aujourd'hui, à mon sens, est un espoir, je trouve que l'Église catholique et les mouvements chrétiens et même confessionnels plus largement se mobilisent beaucoup au niveau européen et au niveau mondial. Et une belle mobilisation qui a lieu en ce moment, c'est la mobilisation des évêques du Sud pour sortir des fossiles, donc pour imposer, sans rentrer dans telle ou telle loi, mais demander très clairement que par les accords internationaux, mais aussi en Europe par la législation européenne, on se fixe un agenda en disant on sort, on ne consomme plus, on ne produit plus, on n'a plus de nouveaux projets fossiles. Et ça, c'est ce que demande l'Agence internationale de l'énergie, en phase officielle, qui dit qu'il faut qu'il n'y ait aucun nouveau projet fossile pour respecter l'accord de Paris. Donc ça, c'est un grand espoir. Ils disent pas mal d'autres choses très belles. Je vous recommande, si vous avez l'occasion de lire le rappel, le manifeste. Ça s'appelle le manifeste des Églises du Sud. Ce manifeste, il a été pris aussi en fonction de quelque chose qui aura lieu dans 15 jours en Colombie. C'est une rencontre appelée la rencontre de Santa Marta, et qui a comme but d'adopter un traité de sortie des énergies fossiles, de sortie des combustibles fossiles. Donc voilà, on soutient beaucoup, c'est extraordinaire que tous ces évêques, je voyais enfin à droite, se soient mobilisés. Donc l'Afrique, l'Asie, l'Océanie en soutien, le Pacifique, et en soutien des évêques européens également. Donc c'est vraiment inédit, qui est quelque chose d'aussi fort et d'aussi partagé. Et donc au mouvement Laudato Si, on cherche à faire connaître ce texte, ce manifeste, et à le faire connaître aussi à l'intérieur de l'Église. Parfois on ne sait pas forcément tout ce qui se passe. Et une des façons de le faire connaître
Et là, je termine sur cette dernière diapo, c'est de devenir un animateur à la aussi. Vous avez de la chance, la formation commence le 15 avril, sur animators.org. Voilà, c'est une formation en ligne, francophone. Et donc c'est absolument génial de se retrouver avec des gens francophones qui sont d'Haïti, d'Afrique, etc. On partage ce qu'on vit, du Liban même. On a des gens parfois au RDC qui vivent des situations très difficiles, mais qui quand même s'engagent pour changer les choses dans leur pays au niveau international. Et voilà, ça c'est vraiment la chose forte à venir, et ça amènera, vous pouvez regarder aussi sur le site du mouvement Lambda aussi, il y a une campagne qui va commencer dans un mois qui s'appelle Europe soit fidèle, Europe We Faithful, voilà, pour regrouper le plus un grand nombre de mouvements, pour faire entendre à l'Europe cette voix des chrétiens qui demande à l'Europe d'être fidèle à ses engagements en matière climatique. Et voilà, et d'agir en fait à tous les niveaux sur la sortie des fossiles. Vous voyez un rassemblement où on agit beaucoup pour demander, et aux compagnies elles-mêmes, et à ceux qui les financent. Là, c'est un rassemblement avec un évêque qui peint devant le prix agricole. Cette sortie des fossiles, c'est absolument essentiel. Souvent, on dit oh, pourquoi c'est un truc technique. En fait, les fossiles, c'est 85% d'effet de serre. Donc, si vous faites des renouvelables et vous ne sortez pas des fossiles, ça peut juste en rajouter. Comme on a vu dans les historiens, on montrait que dans les transitions énergétiques précédentes, ça s'est passé, ça se rajoute. Donc il faut sortir des fossiles. Voilà. Merci de votre écoute. Désolée. Merci Laura. Ah, il n'y a que 5 minutes. Il y a un débat après. Désolée, alors je n'ai pas maîtrisé le temps. C'était assez intéressant, donc je ne sais pas si les orateurs. Je suis vraiment désolée parce que c'était des questions brûlantes, mais avec 5 minutes. Qui veut se lancer? Monsieur. Merci. Rick Lac, solidarité à Limours, équipe solidarité de Limours. Hein. On a une grosse difficulté, c'est de faire la sensibilisation des paroissiens sur le prix au développement. Et, alors, première question, est-il possible d'avoir votre diaporama de manière à pouvoir le reproduire localement? Hein? Lequel? Tous? Quel est pour là? Les deux? Oui, c'est sûr, hein, pour pouvoir faire un exposé complet. Deuxièmement, comment dirais-je? Vous adressez à monsieur pour les expositions. Ah, c'est pas. Ok. Deuxièmement, c'est la mise dans le coup des communes. Hein, les communes dont les conseils municipaux viennent de renouveler. Autrement dit, qu'est-ce que vous conseillez au niveau contact avec les nouvelles municipalités? Deuxièmement, ça me paraît important de parler de la politique communale à l'intérieur des paroisses sur ces sujets-là. C'est la seule manière de pouvoir comprendre, mieux partager. C'est directement, si vous voulez, le message du pape François, c'est non pas donner, mais c'est partager les richesses que nous récoltons à titre personnel. Et collectif aussi, bien sûr. C'est pas une question, c'est une proposition que vous faites de plus partager. Votre conseil, oui, votre conseil. D'accord, merci. Je veux juste dire que je n'ai pas cité Église verte, mais les structures qui sont engagées dans la démarche Église verte, un excellent moyen de s'engager. Dans le dernier volet engagement local, il y a tout ce qui peut être en relation avec la publicité locale. Là, c'est pas sûr. Data center, leur installation est zonée d'installation par la commune au titre de l'urbanisme.
par l'intercommunalité, où il y a des décisions étatiques. L'implantation d'un data center, ça a besoin d'édifices bâtimentaires, donc forcément, si la commune a les prérogatives de son PLU et qu'elle peut délivrer des permis de construire, c'est au niveau de la commune. S'il y a une délégation au niveau des agglomérations, ce sera l'agglomération qui délivrera. Après, il y a le côté préfectoral aussi. Donc, la préfecture va donner aussi des autorisations, comme la région. Vous avez la MRAE, c'est ceux qui vont aussi délivrer des avis en fait, sur ces gros projets. Vous pouvez consulter aussi ces avis de la région. Et c'est ça qui nous aide aussi à pouvoir comprendre un peu mieux le projet. Et oui, tout à l'heure, on a posé une question sur les data centers. C'est privé. Il n'y a aucun data center pour l'instant public. Donc, s'il y a peut-être une question aussi, on parle beaucoup de régie publique pour reprendre la main sur les infrastructures. C'est peut-être l'occasion aussi de demander des régies publiques sur les data centers. Je ne peux pas poser de questions. Une remarque rapide sur les data centers. Il est vraiment important de comprendre les enjeux planétaires qui se jouent. On a parlé de souveraineté. J'espère que tout le monde comprend bien ce que ça veut dire la souveraineté. Aujourd'hui, vous mettez vos données dans le cloud. C'est hébergé à 90% aux États-Unis. Il suffit d'une décision du président américain pour que toutes les données soient reculées. Donc, il faut bien qu'on comprenne ça. Et que l'enjeu d'avoir des data centers sur notre territoire, opérés par des entreprises européennes, nous protège de ce genre de risque, qui est un risque extrêmement sérieux. Donc, oui, il y a un impact écologique, mais comme le disait le député Ozen, il faut gérer ces contraintes-là pour essayer de minimiser l'impact. Il faut faire attention au risque qu'il y aurait à rejeter en bloc l'installation de data centers. Des ressources, en fait, ils ont un problème, c'est que leur facture d'électricité a augmenté vertigineusement. Donc là, l'État du Texas veut bloquer, en fait, la construction des data centers. Donc stratégiquement, il faut vraiment se poser, il faut un plan national qui va réguler, en fait, l'implantation des data centers et la gestion de nos données. Il faut penser la gestion des données. Je pense que ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet politique qui n'est pas vraiment traité en termes démocratiques aujourd'hui, on est d'accord. J'aurais encore une question sur les data centers. Je sais plus. Pour les data centers, donc je sais plus quel intervenant a dit que ça n'a rapporté quasiment aucun emploi local. Donc quel est l'intérêt pour une commune d'implantation? Est-ce que c'est une histoire de recette fiscale, par exemple? Recette fiscale, c'est l'équipement. D'accord. Oui, c'est une entreprise privée, donc forcément elle va payer un certain nombre de taxes sur la commune ou sur l'agglomération, ça dépend qui a. Donc pour les habitants, ça permet par exemple d'éponger un peu de taxes d'habitation, des choses comme ça. Oui, logiquement, oui, ça permet. Monsieur, question de Benoît qui termine et après je C'est difficile de l'aborder là. Dans tout ce que vous avez apporté, on discute. Là, ici, on vient en tant que chrétien discuter de ces problèmes que vous avez abordés. Et vous avez à plusieurs endroits fait, ayant réfléchi aux articulations, comment faire avancer les choses. Et vous avez à plusieurs moments articulé des choses, par exemple, sur les groupes de l'extrême droite au Parlement européen qui visent à arrêter certaines réglementations et la transposition de certaines réglementations. J'emploie pas les bons termes, excusez-moi. Est-ce que vous, qui êtes plus professionnel politique, comment vous ressentez ça? Est-ce que quand vous nous voyez, nous qui sommes dans la salle, finalement, est-ce qu'on n'arrête pas, nous, en tant qu'Église, à appeler un chat et à dire des choses, par exemple, que les groupes d'extrême droite sont effectivement, nous font reculer sur ces problématiques d'articulation de l'écologie et des solidarités, et qu'on arrête peut-être de parler de choses très techniques, mais qu'on appelle un chat, alors peut-être qu'il faut le décliner plus intelligemment, mais il me semble que dans vos exposés, ça revient de manière récurrente. Comment vous, en tant que excusez-moi, vous pensez, peut-être pensez dans les corps, vous nous voyez, est-ce que vous ne nous demandez pas d'appeler un chat, justement, pour qu'on avance et qu'on essaie d'avancer sur ces problèmes? Excusez-moi d'exprimer comme ça. Et on appelle à tout le monde, en fait. On appelle à faire le barrage à l'extrême droite, comme vous dites, vous savez pas si ça existait à ce moment-là. Et donc là,
pouvoir se le montrer. En fait, moi, je ne vous connaissais pas à ce point-là, je ne savais pas quel était tout le gros travail qui a été effectué. Mais vous êtes une force mondiale. Il va peut-être falloir aussi le dire que l'extrême droite, c'est le mauvais penchant, en fait. C'est eux qui vont détruire notre société. Il faut le dire, parce qu'on en a vraiment besoin. Ce qu'il faut comprendre, j'en sais rien, mais là, on vit, nous en tant qu'élus nationaux, vous ne le voyez pas à la télé, vous ne le voyez pas dans les médias, parce qu'ils font le buzz sur les petits points, mais nous, on vit dans notre chair, dans notre corps. On voit l'extrême droite, ils ont un tiers de l'Assemblée, on les voit se lever, on les voit être dans le déni climatique. Moi, j'essaie de porter des propositions, notamment une proposition de résolution européenne pour protéger tous les défenseurs de l'environnement. On protège l'humain, le non-humain, nos santé humaines. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point on est criminalisé. Je suis criminalisé. Le moindre petite chose, je mets en garde à vue parce que je fais des choses, je suis contre l'économie, je suis contre l'extrême droite qui veut détruire notre économie. Ils ne veulent pas la transformer, notre économie, ils veulent la détruire pour leur bien à eux. On parlait d'intérêt général, de bien commun. Ils ne sont pas pour le bien commun. Ils n'en veulent pas du bien commun. Ça va bien de là. Ils veulent leur intérêt. Il va falloir vraiment se battre. Les catholiques, vous êtes une force mondiale. Là, je l'ai vu. Là, c'est à vous aussi de relayer ces paroles auprès de la paroisse, auprès des élus, les maires. Il faut leur dire que vous existez. Il faut leur dire que vous êtes là. Il faut arrêter d'être invisible comme on le fait. On a été invisible, mais beaucoup trop longtemps. Maintenant, il faut se lever. Il faut aller parler à chaque